Il y a des millions d'années-lumière qui séparent l'horreur que nous ressentons et ce qu'il y avait dans la tête de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est-à-dire probablement le sentiment d'avoir commis un geste sublime, d'avoir donné ce qu'il avait de plus cher en sacrifice à Dieu, qui devait appeler à des retrouvailles familiales dans l'au-delà. La vie n'est qu'une succession d'illusions et de désillusions. Il y en a de toutes petites, il y en a de très grandes. Pendant des années, jusqu'à 35 ans, je vivais dans un monde imaginaire avec des personnages imaginaires, mais à qui je connaissais tous les jours. C'est le lot de tous les croyants. Le monde réel n'était que provisoire, j'étais un privilégié. Prendre conscience de la réalité et perdre la foi en plus, ce n'est plus seulement ne plus croire, c'est un monde qui s'écroule. Voilà. Là, il dit beaucoup de choses de lui, oui, bien sûr. Et sa femme qui l'a trompé, des illusions. Et ça a réalisé, après 15 ans de mariage, qu'elle avait des envies physiques de plusieurs autres hommes. Et que, bon. Daniel Zaguri, vous venez d'écrire un livre sur Xavier Dupont de Ligonnès. Qui était-il ? En me penchant sur la vie et l'évolution de Xavier Dupont de Ligonnès, je me suis penché sur un homme. Sa vie est tout sauf banale. Avoir une maman qui prédit la fin du monde et qui prévoit que son fils va être un grand de ce monde après l'Apocalypse, c'est tout de même tout à fait hors du commun. L'Apocalypse ne s'est pas produite et pour lui ça a été un effondrement. Et il écrit « Quand on perd la foi, on perd un monde et on perd une partie de soi. J'ai perdu mon père, Dieu, mon frère, Jésus, ma mère, Marie, mes proches, mes grands-parents, amis, etc., morts mais au ciel, et je me suis perdu. Je ne suis plus qui j'étais. » C'est extrêmement clair. Qu'est-ce qu'il nous dit, Xavier Dupont de Ligonnès ? Il nous dit que jusqu'à l'âge de 35 ans, il a adhéré complètement à la doctrine, j'ose pas dire la religion, à la doctrine de sa mère, et qu'à partir de 35 ans, il n'y croit plus. Donc il est une sorte de chrétien déchiré, et donc il est sans arrêt dans cet entre-deux, et il va régulièrement sur les sites catholiques, pas pour dialoguer avec ses interlocuteurs, mais pour les coincer, pour essayer de leur imposer son propre système de pensée. Et par ailleurs, c'était un enfant puis un adolescent tout à fait comme les enfants et les adolescents de son âge, avec des lunettes Ray-Ban, aimant la musique américaine, les voitures, l'alcool, le tabac, les sorties, les grands espaces, avec un papa qui est parti assez tôt et qui l'a laissé dans une place comme ça de seul garçon de la maisonnée et qui était un père plutôt hédoniste, lui aussi aimant la bonne chère, l'alcool, le tabac et dit-on les femmes. Ce contraste entre des images parentales a fait qu'il a été à la fois le fils de sa mère et le fils de son père, mais que les deux ne sont jamais entrés en connexion et en conflit. On a beaucoup glosé sur son narcissisme. Xavier Dupont de Ligonnès ne vivait pas seulement pour lui-même. Il avait des amis qu'il a gardés très longtemps, enfin toute sa vie, donc c'est un ami fidèle. C'est un père qui a le souci de ses enfants. Avec sa femme, c'est plus compliqué. Il a été très dur avec elle, notamment pour essayer d'attaquer sa foi. Une femme qui allait à la messe, qui participait à des groupes de prière, qui donnait des cours de catéchisme, donc voilà. Et lui se moquait d'elle en permanence. Tout est chez lui compliqué. Par exemple, il est plutôt complexé, il est plutôt timide, et en même temps, il se rehausse dans des prétentions, un QI extraordinaire, des qualités physiques extraordinaires. Bon. C'est un homme qui est détruit et qui continue à faire le beau, à sourire. Son couple était un désastre et continue de se montrer la main dans la main avec son épouse. Après ce qui semble bien être un massacre familial, si les faits sont démontrés, il ne manifeste rien, il peut téléphoner, faire des coucous, croiser des personnes en se montrant tel qu'il est dans la continuité de son existence. Donc tout ça est absolument sidérant. Comment vous expliquez ces crimes ? On peut évoquer la théorie religieuse, elle a tout son poids. La théorie psychiatrique, celle d'un homme très déprimé, même si cette dépression était compartimentée et ne se manifestait pas
pas aux yeux des autres. On peut évoquer la théorie financière, celle d'un homme aux abois. On peut évoquer la théorie aristocratique, celle du poids trop lourd des ancêtres à porter. On peut évoquer la théorie narcissique, celle de l'homme qui ne supporte pas de voir dans le regard des autres sa chute. Bref, on peut évoquer beaucoup de théories, mais ce qui est important, c'est de suivre le fil, le cours de son existence, et toutes ces théories sont en partie valables. Quand on voit l'évolution de sa vie, de désillusion en désillusion, il y a une illusion d'après-coup qui nous fait penser que c'était inéluctable. Ça ne l'était probablement pas. Écoutez, franchement, sacrifice, mise à mort, victime, victime innocente, autel, table de mise à mort, prêtre, sacrificateur, c'est de quand ça? C'est de 2010, un an avant. Tout cela me semble maintenant très barbare, surtout si l'on considère que le maître du jeu établit lui-même ses propres règles qui le conduisent à se sacrifier lui-même. Oh là là. À un moment donné, il a eu des idées suicidaires et il a été soumis à une sorte de problème qu'il fallait résoudre. Il ne pouvait pas se suicider seul parce que c'était abandonner les siens et que le suicide n'est pas chrétien et donc aurait fait beaucoup de peine à ses proches. Il ne fallait pas que cela soit connu et donc il fallait trouver un subterfuge pour faire en sorte qu'on le pense et on pense la famille disparue. Et il fallait que ça ne soit pas du désespoir à l'état pur, il fallait lui donner du sens. Et ce sens, il va le trouver dans une espèce de théologie à sa sauce, à sa manière, avec le sacrifice. Et donc, une fois qu'il a décidé, qu'il a arrêté son projet, il faut le mettre en acte. Et pour le mettre en acte, il faut faire en sorte que un certain nombre de mécanismes psychiques soient mis en place pour éviter que son bras ne tremble au moment de la commission des crimes. À la période où il a pris de l'avance sur les enquêteurs, on peut penser que c'est une visite de sa vie passée et qu'il est à ce moment-là déjà dans une sorte d'espace-temps singulier où il est à demi vivant et à demi mort, dans une perspective de retrouver dans l'au-delà sa famille, au fond, de tous unis pour l'éternité. Il y a des millions d'années-lumière qui séparent l'horreur que nous ressentons et ce qu'il y avait dans la tête de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est-à-dire probablement le sentiment d'avoir commis un geste sublime, d'avoir donné ce qu'il avait de plus cher en sacrifice à Dieu, qui devait appeler à des retrouvailles familiales dans l'au-delà. Est-ce que cet homme est un homme comme tout le monde, un homme banal ou pas? Ben oui, parce que il exprime sa souffrance, ses désillusions. On est très loin de la description d'un monstre. Non, ça n'est pas un monstre. Les actes qu'il a commis sont absolument abominables, mais lui-même n'était dépeint par personne dans son entourage comme quelqu'un de mauvais, de méchant. Il faut bien comprendre que dans une très large mesure, Xavier Dupont de Ligonnès est une baudruche que nous avons nous-mêmes contribué à constituer. C'est une espèce de mythe vivant. Ça m'est arrivé souvent de mesurer à quel point des sujets qui apparaissaient dans la presse comme surpuissants, esprit supérieur, du crime, étaient en réalité des pauvres airs pitoyables une fois appréhendés. Je ne peux pas imaginer quelqu'un de sûr de lui, dominateur, imbu de sa personne, m'expliquant par le menu pourquoi et comment il avait fait ça, mais bien plutôt quelqu'un de pathétique, balbutiant. Est-ce justement pour tout cela que ce fait divers passionne autant? Oui, c'est un extraordinaire miroir de la société. J'ai l'habitude de dire que c'est l'auberge espagnole de nos fantasmes. C'est-à-dire que chacun y met son propre imaginaire. Et donc, c'est devenu une véritable légende française où on le croit vivant, on a envie d'imaginer qu'il est vivant, et où il n'est pas traité dans les représentations collectives comme un assassin, ou en tout cas pas seulement
comme un assassin. La plupart des sujets qui tuent dans ce contexte-là provoquent du dégoût, de la haine, du ressentiment, quelque chose de très négatif. Lui, assez curieusement, c'est un espèce de puzzle. Il y a une sorte d'admiration un peu honteuse à l'égard de celui qui a défié la police et la justice. Et puis, me semble-t-il, quelque chose de beaucoup plus profond, qui est la place de celui qu'on attend, celui qui peut surgir à n'importe quel moment, et qui est une place à la fois profane, mais aussi sacrée. Comme si on avait l'intuition de la dimension mystique, de l'identification christique de Xavier Dupont de Ligonnès. Vous n'avez jamais rencontré Xavier Dupont de Ligonnès. Comment expertise-t-on alors quelqu'un que l'on n'a jamais vu ? J'ai lu ses écrits, j'ai lu les livres qui lui ont été consacrés, j'ai rencontré un certain nombre de proches. À partir de là, j'avais 10 000 fois plus d'informations que dans certaines expertises pour lesquelles j'ai vu la personne. Et une fois que j'ai rentré toutes ces informations hétérogènes dans mon ordinateur de bord, c'est-à-dire dans mon cerveau, dans ma sensibilité, dans mon expérience, j'ai essayé de faire au mieux pour en rendre compte. C'était un défi d'essayer de comprendre et d'éclairer à part ce cas tout à fait singulier, de bénéficier en quelque sorte de mon expérience d'autres criminels pour tenter de comprendre ce qui intéresse tout le monde. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que mon intérêt pour comprendre l'homme n'était pas partagé. Quand je parlais du fait que j'étais en train d'écrire un livre à des amis ou à des relations, ils n'écoutaient pas ce que je leur disais, mais ils me demandaient aussitôt alors, il est vivant ou il est mort ? Alors, mort ou vif ? Moi, je ne prétends pas savoir, il m'arrive même de douter, mais je me situe dans un registre dont je pense qu'il est plus rationnel, d'étudier le fil conducteur de son existence, de rassembler tous les éléments qui ont été mis à ma disposition. À partir de là, je crois pouvoir dire que la probabilité de sa survie est extrêmement faible. L'hypothèse la plus probable, c'est celle de sa disparition par suicide.